Alors, eh bien, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour la deuxième table ronde. Donc, la deuxième table ronde, elle réunit des professionnels qui ont, en fait, ils sont comme des passeurs un petit peu, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils s'inspirent et ils utilisent le travail des scientifiques et ils médiatisent selon leur spécificité. Donc, on a des personnes qui travaillent à partir du film, d'autres qui organisent des grandes rencontres en fait, entre scientifiques et des publics. Et c'est à partir de ça qu'on a formé cette table ronde. Donc, dans cette table ronde, on va parler à travers le film du héros, mais le héros ordinaire, vous allez voir, à travers le documentaire, à travers les campagnes On est prêt, à travers la fiction. Et puis, on va se questionner comme ça sur l'influence de ce média dans la construction du héros. Et avec le travail d'Opéra Mundi et les rencontres entre scientifiques et spectateurs, on va aussi voir un peu comment est-ce que le scientifique est présenté dans ces séances et comment est-ce qu'il est finalement d'avoir un accès direct comme ça à son public, qu'est-ce qui change dans les relations et qu'est-ce qui sort de ces réunions. Voilà. Donc on va commencer par en projetant 7 minutes du film d'Hélène Meddick qui s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde ». Donc, on vous invite à une séance de cinéma. Donc, laissez-vous bercer, essayez de ressentir cette immersion, ce lâcher-prise, cette mise en phase, comme dit Audin, cette entrée en croyance, comme dirait Lambert. Et puis ensuite, Hélène nous expliquera comment elle a monté son film et comment elle a choisi ce sujet. Voilà. Alors, je partage l'écran. Dans des endroits comme ça, vraiment, tu te poses des questions. Comment on a glissé? Comment un projet de société nous échappe? Comment on laisse faire les choses? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça fait longtemps qu'on est là et on n'a vu personne. Il n'y a plus rien, il y a de la terre à nu, il n'y a plus d'animaux. C'était plein de choses et tout ça, ça a sauté. Donc on se retrouve dans des campagnes qui sont réellement déshumanisées. Voilà, où tu sais que tu peux pas t'en sortir, tu peux pas cultiver là-dedans tout seul avec tes petits bras, quoi. Le trou, il a été ouvert quand? Ce matin, à 10 h. Ce matin? Oui, avec de la fraîcheur encore au fond. Hein. On va le laisser là, s'il veut s'y mettre. Parcelle achetée donc en 2014. L'ancien Voilà, l'ancien propriétaire donc était en agriculture classique. Donc culture traditionnelle. Ouais. Il était labour, céréales et riz gras avec de l'azote à fond et des produits phytosanitaires aussi. L'ancien propriétaire, oui, utilisait phyto et tout, il a utilisé glyphosate et tout. Oui. Ah, c'est costaud. Hein. Ah ouais, mais elles sont massacrées ces terres. Ah ouais, là, on a un contraste important entre la surface qui commence à être souple, à s'aérer, on trouve de la faune dedans. Puis à partir d'ici, ça devient vraiment costaud, quoi. Les endroits, on n'arrive même pas à rentrer le couteau, quoi. Là, c'est la semelle des labours. Ouais, là, c'est la semelle de labour. C'est là où il labourait. Ça veut dire qu'il a labouré. Il labourait à 30. Ouais, 30, ouais, c'est 30.
Non, non, c'est pas un ver épigé. C'est une petite limace. Oui, c'est une toute petite limace. Ça, bon, les carabes, ils viendront hein, avec le temps et ils mangeront les limaces. Donc, vous voyez, on a une coloration rouge champ qui arrive. Donc ça, c'est bon signe. Si on a un bleuissement violent, ça veut dire qu'au contraire, en fait, le fer, il y en a, mais en fait, il est sous sa forme réduite. Ça veut donc dire que le sol ne respire pas. Donc il va falloir ouvrir les porosités de surface. Tout repose beaucoup sur la respiration. Ah non, l'oxygène, c'est fondamental pour la la vie. vie. C'est une respiration. Ouais. Tout l'avantage d'une agriculture biologique, c'est qu'elle va intégrer la notion de qualité. C'est quand vous avez une racine qui descend jusqu'en bas, elle se nourrit de son sol. L'agriculture chimique, ça rentre pas, bon, on s'en fout. On va mettre de la fertilisation liquide qui va gaver. C'est comme si on vous perfuse. Nous avons des sols fertilisés mais qui ne sont plus fertiles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La profession agricole est la seule profession qui a totalement décapitalisé depuis 70 ans. Il n'y a que l'embarras du choix pour trouver les sujets qui montrent les aberrations de notre agriculture dite moderne, qui est en fait une agriculture de prédation. On se demande même comment on a pu continuer encore aussi longtemps. Et on nous dit pourtant que c'est ça qui marche. Donc il y a quand même un enjeu à montrer, démontrer, compiler ces faits et chiffres et les dire avec tous les éléments scientifiques et solides qui peuvent être derrière. Où avec une unité d'énergie fossile, on faisait 2,3 unités de nourriture. Et au tournant de l'année 2000, le département d'État américain nous montrait que aujourd'hui, et encore maintenant évidemment, il faut 10 unités d'énergie fossile pour faire une seule unité de nourriture. Qui peut croire qu'une civilisation intelligente continue de maintenir cet état de faillite programmée? Cette agriculture dominante, elle n'est évidemment pas non plus performante d'un point de vue de préservation ou de maintien du capital naturel. C'est plutôt la destruction systématique des services écosystémiques. C'est 60% de sols parmi les terres arables, morts ou quasi morts. Le 8e continent, il y en a un qui est en train de pousser sous nos pieds, là. C'est le continent de goudron, d'asphalte, de bitume, etc. Lui, il est en train de pousser sous nos pieds. On n'y refera plus du blé là-dedans. C'est fini. Hein. C'est la base de la destruction des sols, c'est l'utilisation des engrais. Ça paraît incroyable, mais c'est ça qui a fait qu'on a perdu nos sols, parce que le fait de mettre des engrais, on a minéralisé trop vite la matière organique, on a perdu la faune qui aère les sols, qui fait rentrer l'eau, qui fait rentrer l'oxygène, et à ce moment-là, on rentre dans un processus de destruction des sols. Le drame de l'agriculture, c'est la guerre. La sortie de la guerre de 14, on avait d'énormes usines qui fabriquaient des nitrates pour les bombes, il faut les recycler en agriculture. Les tanks, on ne sait pas quoi en faire, on les recycle en tracteur. Les barbelés, on ne sait pas quoi en faire, on va arracher toutes les haies pour mettre des barbelés à la place des haies. Les gaz de combat, l'hypérite va être transformé en DTT, le type aura le prix Nobel pour ça. Et l'agent orange du Vietnam transformé en herbicide. On achetait tant de tonnes d'engrais tous les ans, toujours un petit peu plus, parce qu'il fallait encore produire plus. Et c'est toujours comme ça qu'on travaillait. Et je ne posais pas de questions, mais pas du tout. Il est assez évident aujourd'hui, et les rapports s'accumulent, que ce que nous ingérons, probablement, est à l'origine d'un certain nombre de pathologies nouvelles et qui pèsent, si je prends que cet aspect-là, sur le déficit de la sécurité sociale. Nous avons le pouvoir, nous pouvons, nous, citoyens, faire quelque chose. Et je pense qu'on peut le faire aussi un levier. Ça sera long, mais on peut le faire. Ces 7 premières minutes, en fait, elles symbolisaient un peu la démarche du film, c'est-à-dire de réunir des mondes différents pour inventer demain. Voilà, alors après, c'est évidemment pas uniquement le sujet de mon film, on a 20 ans pour changer le monde. Comment
C'est d'abord une association qui s'appelle Ferme d'Avenir, qui est formée par des jeunes entre 25 et 40 ans, qui représentent vraiment une génération qui est très présente aujourd'hui, parce qu'ils sont tous issus de grandes écoles, ils ont fait Berkeley, Centrale, les Ponts et Chaussées, et au lieu de devenir trader ou de travailler chez LVMH ou je ne sais quoi, ils ont tous décidé de servir l'intérêt général. Et la mission de Ferme d'Avenir, c'est de promouvoir l'agroécologie et de prouver que c'est la solution et la seule. Donc j'ai tenté, au cours de ce tournage qui a duré un an et demi, à la fois d'être un peu pédagogique, et c'est aussi l'amorce de mon film, c'est-à-dire dans quel état sont nos sols et pourquoi on a subi cet effondrement, pourquoi on a épuisé nos ressources, pourquoi l'agriculture a été industrialisée de cette façon depuis 50 ans. Et puis ensuite, c'est vraiment très positif, puisque l'action de Ferme d'Avenir, le spectre est très large. Il finance, à l'endroit où l'État ne le fait pas, il finance de la formation en agroécologie, ce qui n'est pas transmis aujourd'hui. Dans les lycées agricoles où j'ai beaucoup projeté mon film, on ne transmet pas les techniques de l'agroécologie la plupart du temps. Ils développent toute une action au niveau politique avec des propositions de loi qui a été très présente au cours des États généraux de l'alimentation. Ils ont un comité scientifique très puissant avec des recherches et les dernières techniques en agroécologie pour développer des fermes. Et surtout, ils réunissent des mondes différents dans le sens où ils demandent à des entrepreneurs de financer des fermes. Donc dans mon film, par exemple, il y a Christian Courtin-Clarins qui finance des fermes depuis 4 ans maintenant, qui n'en parle pas. On n'est pas dans un greenwashing complaisant du tout. Ils financent les formations, ils financent des fermes en agroécologie, dont une qui est devenue très emblématique et qui clôture mon film, qui s'appelle La ferme de l'Envol. Et figurez-vous que la bonne nouvelle, 1 an après la sortie de mon film, c'est que l'État a rejoint cette association et a alloué plusieurs millions d'euros pour développer des fermes comme la ferme de l'Envol partout en France. Voilà, donc il y a de bonnes nouvelles de temps en temps. Mais ce qui m'a vraiment motivée, c'est cette rencontre avec Maxime de Rostelan, qui a à la fois créé cette association et qui a créé une plateforme de financement participatif qui s'appelle Blue Bees, qui est totalement dédiée à l'agroécologie et l'agroforesterie, qui fonctionne extrêmement bien. Je vous encourage à aller consulter cette plateforme. Et notre colloque se nomme, est titré avec ce mot de héros, de héroïsme. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ce terme, parce que je trouve ça complètement fou. Comment dirais-je, de devoir identifier des personnages qui sont héroïques. Être héroïque, c'est vraiment celui qui se distingue par ses exploits. Et en fait, ce n'est pas des exploits que de se relier à la Terre, à l'urgence climatique dans laquelle on est. Donc oui, ce sont des héros, moi je les ai considérés comme ça. Et d'ailleurs, peut-être que j'ai même amplifié grâce au cinéma et grâce à la façon dont j'avais envie de les capter, parce que je les trouve héroïques, effectivement. Mais j'espère qu'on sera de moins en moins des héros et qu'on sera tous à l'endroit de notre vérité, de notre démarche chaque jour, quel que soit ce qui est investi dans notre quotidien pour inventer demain et éveiller nos consciences. Le film d'Hélène, il avait la particularité aussi, elle l'a dit, c'est de relier les mondes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un clivage entre ceux qui sont complètement écolos et ceux qui aimeraient bien mais n'y arrivent pas encore, ceux qui sont coincés par leur organisation ou la structure dans laquelle ils travaillent, ils n'arrivent pas à changer les choses. Et après la projection du film Demain, qui a quand même eu un succès énorme, je trouve que le film d'Hélène aurait pu passer à la trappe, et c'est justement à travers ce biais de on relie les mondes, on essaye de faire en sorte que maintenant les citoyens font des choses, mais on voit bien que la porte est ouverte, que le mouvement de la transition est inclusif, et en fait c'est en ça que ce film-là, je pense, rajoute encore à la discussion de plusieurs documentaires qui se sont suivis et qui ont enrichi en fait la communication environnementale avec un discours comme ça qui pouvait centraliser, qui pouvait croiser, émailler les choses. Oui, d'ailleurs, je donne cet exemple parce que c'était très important pour moi. Tu parles de clivage.
Moi, je souffre beaucoup, beaucoup de ça dans notre pays. Et j'ai tenu absolument à filmer un agriculteur en conventionnel qui actionne sa transition pendant mon film. Et c'était très précieux parce que déjà, on comprend mieux que pendant des années, des décennies, les agriculteurs ne connaissent pas leur sol. On leur a juste transmis des techniques. Et Vincent Louhault, qui est donc cet agriculteur en conventionnel de père en fils, qui pourtant a été brûlé sur son tracteur par du glyphosate quand il avait 14 ans, qui a presque perdu tous ses cheveux et la vue, il est malgré tout lui aussi devenu agriculteur avec les mêmes techniques, mais pour réaliser ces dernières années que non d'une part les sols sont morts et donc n'absorbent plus les pesticides et que ça lui coûte très très cher cette affaire parce qu'il est obligé d'en balancer 4 fois plus, là où on est dans un non-sens absolu. Et je trouve que son parcours dans mon film est très inspirant, déjà parce qu'il est en échange et en lien tout le temps avec les personnages de l'association Ferme d'Avenir et qu'il décide de dédier 100 hectares de son exploitation qui étaient évidemment des terres saines, hein, en jachère depuis longtemps, et de les dédier à une culture en bio. Voilà. Et ça a été très intéressant au cours des projections. On a fait 200 débats, je crois, au cours de la sortie. Mais malgré tout, on vivait encore des résistances parce qu'effectivement, ces agriculteurs en conventionnel, c'est une souffrance terrible. Et ce glyphosate dont on parle tant, alors on ne va pas parler du gouvernement, j'espère, trop aujourd'hui, bien qu'il se passe des choses positives malgré tout, mais avec la Convention citoyenne, on est quand même dans une grande douleur en ce moment. Ce glyphosate, pour s'en séparer, évidemment, on ne va pas le faire en 2 jours. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des solutions qui sont des techniques à développer, comme Claude et Lydia Bourguignon, qui sont les chercheurs qui représentent le laboratoire d'analyse des sols en France, qui font un travail exceptionnel. Ils ont des techniques. Quand Hulot était ministre, il a fait plein de réunions avec les Bourguignons, et les Bourguignons vraiment leur proposaient des solutions qui permettaient de faire à peu près le même travail que le glyphosate sans être néfaste. Voilà. Et voilà, Vincent Louhault, pour reprendre ce que Frédéric disait, je crois que c'était très précieux et que, en fait, tout son parcours tout au long du film permet une vraie identification. On n'est pas juste là à prôner l'agroécologie et sans savoir comment on va pouvoir la développer. Et puis après, le film est aussi politique, dans le sens où Nicolas Hulot est un citoyen, pas lambda du tout, mais engagé comme il l'est depuis toujours. Et il devient ministre pendant le film. Voilà. Alors, après, c'est moins rigolo parce que son mandat a été si douloureux et, hélas, représentatif. Je n'arrive même pas à trouver le terme de ce... Non, je ne trouve pas le terme. Aidez-moi. Quel terme, comment on pourrait nommer Monsieur Macron a une scène dans mon film aussi pendant sa campagne. Et aujourd'hui, c'est la scène drôle du film. Bon, bah, c'est marrant, mais c'est la scène comique du film. Mais oui, bah, cette inertie, quoi. Je ne vais pas parler d'autre chose. Et à laquelle Nicolas Hulot a été confronté. Parce qu'en fait, le drame, c'était ça. Il ne voulait pas, encore une fois, Nicolas Hulot disait tout le temps, on va prendre un chemin, on va tendre à, et justement se réunir. Mais quand il a constaté qu'avec le ministre de l'économie, déjà, rien n'était possible, et que ce qu'il prône depuis toujours, c'est de ne plus séparer le social, l'écologie de l'économie, on n'y arrivera pas autrement, c'est certain que ça a été très, très rude et une prise de conscience. Comme disait Cyril Dion, quand Nicolas Hulot a été nommé ministre, il a dit, je me souviens parce que j'ai les rushs de ce moment, on va enfin voir si c'est une question d'homme ou une question d'État. Et la réponse est claire. C'est l'État. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure sur le travail du cinéma, sur la création de personnages, pour voir un petit peu l'influence que ça a après dans la vie de tes personnages, parce qu'ils ont changé de vie aussi après le film. Et puis, ce que les gens, comment se sont-ils emparés, les spectateurs du film. Mais peut-être qu'on va d'abord passer la parole à Morgane. Et comme ça, après, on aura plusieurs exemples d'utilisation du récit médiatique. Voilà. Morgane, ça va? Oui. Tu es prête?
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Je vais partager mon écran. Alors, ce qui définit un peu toutes mes activités, c'est vraiment comment on peut utiliser la fiction audiovisuelle pour accélérer les transitions écologiques et sociales. Et on fait ça à travers plusieurs leviers, dont on pourra discuter l'impact à la fin. Donc, à travers une entreprise sociale tout d'abord qui s'appelle Pixéthique, qui a été créée il y a environ 2 ans. Mais du coup, l'idée est précédée. Et c'était à une époque où la prise de conscience n'était pas forcément encore très développée dans le milieu audiovisuel. Et du coup, à l'époque, on s'est dit, comment réussir à introduire un peu d'éco-responsabilité dans les contenus. Utilisons une sorte de cheval de Troie, quelque chose auquel l'audiovisuel et les marques sont habitués, qui est le placement de produits. Et du coup, détournons un peu ce moyen de communication pour en faire un outil de sensibilisation. Donc, au départ, on est parti sur l'idée que voilà, on allait vraiment proposer ce placement de produits seulement à des marques éco-responsables ou solidaires, et que nous allons les intégrer comme ça dans les fictions. Ce qui permettait aussi de financer les productions audiovisuelles, donc un financement plus éthique que recevoir de l'argent d'autres marques moins responsables. Et cela permettait ensuite d'offrir des nouveaux imaginaires aux spectateurs. Voilà. Et un autre levier avec lequel nous remplissons cette mission d'accélérer les transitions écologiques grâce à la fiction, c'est à travers directement la production de nouveaux récits et aussi la formation et l'expérimentation de ces nouvelles façons, en tout cas de façons d'introduire tous ces sujets éco-responsables dans la fiction. Et c'est justement là où la communication environnementale est vraiment importante, parce qu'elle permet d'offrir des outils et des mécanismes pour mieux le faire dans la fiction, qui est déjà pas mal codé. Alors, donc, je vais vous proposer 3 cas pratiques. Alors, en lien avec le héros. Alors, d'abord, un placement qu'on a fait sur la série France TV Slash qui s'appelle Derby Girl, qui vraiment ne traite pas d'enjeux éco-responsables, mais par contre est assez engagé sur tout ce qui est diversité, puisque ça parle de roller derby. C'est assez trash, très féministe. Voilà, et dans lequel on a placé en fait la marque Justine B, qui est une marque française de mode. Donc c'est Justine qui fait tout en France avec des tissus soit récupérés, soit des tissus bio. Et en fait, il se trouve que dans la série, il y avait déjà un chouchou qui était le chouchou porte-bonheur de l'héroïne. Et on s'est dit, eh bien, ce chouchou qui est vraiment iconique dans l'histoire, qui en plus joue un rôle, puisque vous allez le voir, il est échangé entre personnages. Ce chouchou-là, on a envie qu'il soit éco-responsable. Alors, je vais peut-être vous montrer d'abord. Voilà, donc c'est le chouchou que vous voyez dans les cheveux de Lola, Chloé Joannet, l'actrice qui joue le personnage. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de dire, voilà, ce personnage, il n'a rien d'éco-responsable, mais en fait, on veut normaliser le fait qu'une jeune femme de 25 ans aujourd'hui, c'est normal qu'elle ait un chouchou fait en France, bio, éthique, et pas un chouchou qui viendrait d'une grande enseigne. C'est vraiment là, le levier qu'on utilise pour le placement de produits, c'est très inconscient, c'est très dans le décor. C'est-à-dire que le but du jeu n'est pas de lancer un message direct de il faut que vous... pas il faut d'ailleurs. C'est regardez, il y a des solutions qui existent et qu'elles sont éco-responsables. C'est vraiment dans le subconscient, quoi. Alors là, vous allez me dire si le son est bon. Voici la première apparition, enfin pas la première apparition, en tout cas la citation orale. Cannibale, licorne. Bienvenue à toutes. Moi, c'est Acide Cyprine, capitaine des cannibales licornes. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous voulez faire du roller derby. Le roller derby, c'est quoi? Un sport de contact avant tout. On nous remonte là. Donc, toutes celles qui ont peur de se casser un ongle, peur de tomber ou de se faire mal ou je sais pas quoi, la Zumba, c'est par là-bas. Avec le roller derby, vous êtes chouchou. Vous allez nous faire parler tous ensemble. On sera toujours ensemble. Là, je vais faire un petit rappel. 2 équipes. 5 joueuses par équipe.
Voilà, du coup, donc là, l'idée, c'était vraiment que le personnage de MJ, qui est la personne qui parle, qui nomme la marque Justine B pendant l'extrait, en fait, énerve et agace Lola parce que Lola veut suivre absolument parce qu'elle veut être la bonne élève et la meilleure joueur de roller derby de la Terre entière. Et du coup, voilà, ça, le scénariste et les réalisateurs, comme en fait c'était un chouchou éco-responsable, etc., c'est pas du tout nous qui avons forcément demandé une citation orale de la marque, etc., c'est eux qui se sont dit on aime beaucoup la marque, on kiffe l'idée, donc on y va, on fait le placement à fond et on cite le nom de la marque. Ce qui était important pour nous, puisque dans le placement de produits, finalement, surtout que là c'est un chouchou, donc ça pourrait être n'importe quel chouchou, il n'y a aucune caractéristique reconnaissable. Du coup, c'était important qu'il y ait la marque et c'était aussi important qu'il y ait une activation digitale liée à ça. Je vous en parle après. Je vous montre du coup, donc là, on était dans l'épisode 2, le premier extrait, et maintenant, on est dans l'épisode 9. Donc, beaucoup de choses ont passé et le chouchou, du coup, est remis de nouveau en valeur, puisqu'on sait bien que c'est aussi la récurrence qui fait qu'un message entre dans nos mémoires. J'ai trop mal au ventre, je peux pas continuer là. Shkumun, t'es prête? Quoi, moi? Ouais, parce que tu vas rentrer sur le terrain. Là. Attends, non mais j'ai jamais joué de maths. Je vais m'évanouir. Il me faut du sucre. Non, MJ, regarde-moi. La seule manière de vaincre ses peurs, c'est de les apprivoiser. Tiens, prends mon chouchou. Il est magique. C'est vrai? Comme ça, il t'arrivera rien. Pas vrai les filles qu'il est magique? Ouais. Merci. De rien. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est l'effet placebo, c'est-à-dire comme MJ pense que le chouchou est magique, elle va se défoncer pendant le match et tout gagner. Et elle pourra ensuite le rendre à Lola qui lui dira que c'était pas le chouchou qui était magique, mais c'est bien elle qui a tout réussi. Voilà, du coup, donc, c'était le placement qu'on a fait avec la marque et on l'a associé à une activation digitale. Donc là, c'est assez chouette. On a chez France Télévisions, d'habitude, ils font pas de. Le placement de produit est toujours un placement simple, contrat. On met la marque dans le contenu et c'est tout. Et là, on a réussi du coup à faire travailler les services de France Télévisions ensemble pour qu'en fait, le placement de produit intègre l'activation digitale, donc une communication de la plateforme. Là, c'est le Instagram de France TV Slash. Et du coup, la communication de France TV Slash a créé une publication dédiée sur le chouchou, dans lequel il cite, donc je vous lis, dans le cas où tu souhaiterais te remettre à emporter, donc des chouchous, Justine B France t'en propose un tout aussi badass que notre série. En plus, c'est éthique et bio. Voilà, donc là, c'était vraiment important pour nous qu'il y ait un call to action pour qu'en fait, il n'y ait pas seulement pour qu'il n'y ait pas seulement la visibilité du chouchou, mais que les gens qui seraient intéressés puissent aller découvrir la marque ensuite. Voilà, donc vraiment là, l'idée, c'est le placement de produit vraiment comme normalisation. Donc, il n'y a pas un message clair dans la série, il n'y a pas regardez, ce chouchou est éco-responsable, allez sur le site de Justine B. L'idée, c'est plus de pixel par pixel. D'ailleurs, c'est là d'où vient le nom pixétique, modifier les contenus pour que, en fait, on soit. Qu'à chaque fois qu'on regarde un contenu, on soit dans un imaginaire qui modifie nos valeurs et nos modes de vie. Voilà, mais du coup, la notion d'héroïne, c'est vraiment voilà, que en fait, finalement, il y a n'importe quel. Donc là, c'est vraiment héroïne comme personnage principal, et ben en fait, que le personnage principal, ce soit normal, qu'il soit presque éco-responsable. Là, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, là, c'est un placement de produit plus pour faciliter l'héroïsme. Du coup, je m'explique. On a travaillé avec la série Canal+, L'Effondrement, qui, si vous l'avez vu, est un contenu assez choc et assez anxiogène quand on le regarde. Du coup, c'était assez compliqué d'associer des marques, en tout cas d'intégrer des marques au contenu, dans le contenu même de l'histoire, puisque les marques veulent plutôt être associées à des messages positifs et des solutions plutôt qu'à du coup tout un imaginaire de la catastrophe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a associé des marques avec ce qui était avec la démarche positive associée à l'éco-production de la série. C'est-à-dire que pour la première fois,
une série, une production s'est dit, on va donc non seulement mettre en place une démarche d'éco-production assez poussée, mais en plus, on va la documenter pour servir de laboratoire de l'éco-production audiovisuelle. Donc, l'éco-production audiovisuelle, c'est vraiment comment est-ce qu'on réduit l'impact environnemental des tournages et de la production en général. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec Day by Day, qui est une épicerie de vrac, et Pure Projet, qui fait de la compensation carbone, pour qu'en fait, ces deux marques apportent une solution au tournage pour leur éco-production et bénéficient de la visibilité que la série allait mettre en place pour sa démarche d'éco-production. Voilà, donc Day by Day a fourni toute la nourriture de régie pour le tournage, donc ce qu'on trouve sur la table où il y a toujours des choses à manger. Du coup, sans emballage, donc a permis au film de réduire ses emballages. Et Pure Projet a compensé, grâce à ses projets d'agroforesterie, toutes les émissions carbone qui n'avaient pas pu être réduites sur le tournage du film. Voilà. Et du coup, elles ont aussi soutenu financièrement la série. Il y a un financement, donc. C'est un financement qui est... OK. Alors, il y avait du coup l'apport en nature, mais qui du coup, en fait, était presque le cœur du partenariat et du coup, ce qu'elle allait être mis en avant. Et ensuite, il y a eu un financement pour sponsoriser et soutenir notamment la démarche d'éco-production, qui en fait correspondait à des contreparties de visibilité. C'est pour ça qu'on appelle quand même ça un placement de produit, même si c'est plutôt du partenariat en l'occurrence. Voilà, donc je vais vous montrer un peu tout ce que les contreparties. Déjà, il y a eu dans le générique. En fait, ces deux marques-là, en fait, ont pu, grâce à ce partenariat, atteindre 2 objectifs de communication. Le premier objectif de communication, c'était en fait se sensibiliser tout le grand public, puisque ce sont des marques qui peuvent être vendues en B2C, en B2B plus largement, mais aussi de toucher en particulier le marché audiovisuel qui pouvait représenter un marché pour elle aussi. Et ce qui a été fait du coup grâce à vraiment le focus éco-production. Alors, donc ça, générique. Donc, vous voyez, Day by Day, Pure Projet. Ensuite, dans la description YouTube des épisodes, vous pouvez retrouver justement le lien, parce que comme je le disais tout à l'heure, important d'avoir l'activation digitale et de faire le lien pour que les gens puissent trouver les solutions. Le lien vers les sites des partenaires, le making-of. Je pense que je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'a pas trop le temps, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a eu par exemple l'interview de Pure Projet dans le making-of. On a aussi du coup une régisseuse qui explique comment Day by Day a permis de réduire les emballages. Et ensuite, les marques ont, elles, pu communiquer autour de la série. Et ce qu'on a donc remarqué, notamment avec Day by Day, c'est qu'en fait, une marque qui communique sur un contenu audiovisuel, une fiction, donc avec une vraie histoire, etc., engage plus sa communauté. C'est-à-dire que là, donc cette publication de Day by Day que je vous montre, elle a engagé 2,7 fois, enfin, elle a généré 2,7 fois plus d'engagement que ces autres publications. Et ensuite, l'engagement suivant cette publication sur les autres publications Day by Day a aussi augmenté. Donc, on voit vraiment qu'en fait, la fiction a ce pouvoir d'engagement que des simples publicités produits peuvent ne pas avoir, quoi. Il y a toute cette valeur émotionnelle. Voilà, il y a eu aussi beaucoup de retombées presse. Voilà, donc en fait, là, ce que je trouvais intéressant par rapport à l'héroïsme pour ce partenariat-là, c'est plus ce qui s'est passé sur le tournage, en fait. C'est-à-dire que on a apporté des solutions clés en main à une équipe de tournage qui n'était pas pour tous les techniciens convertis à l'éco-production ou n'avaient pas forcément envie de s'y mettre. Et en fait, ou alors avaient ce préjugé souvent, qui peut être vraiment assez juste, que en fait, ça allait leur prendre, se mettre dans une démarche d'éco-production, ça allait leur prendre du temps et de l'argent, et que ça allait vraiment leur compliquer la vie alors qu'ils avaient déjà pas beaucoup de temps, pas beaucoup de budget. En fait, là, le fait de leur apporter clé en main, plus avec du financement, des solutions qui leur permettaient de faire une bonne action, faire une bonne action et d'approfondir cette démarche d'éco-production, qu'ils allaient ensuite pouvoir, eux, valoriser très concrètement. Parce que là, c'est vraiment des exemples concrets. Il y a un partenariat avec Day by Day, il y a un partenariat avec Pure Projet, on a mesuré notre impact carbone. Voilà. Il y a des chiffres, il y a des choses à communiquer. En fait, ça a vraiment facilité leur propre prise en main de cette action si on peut dire de héroïsme, quoi. Enfin, d'héroïsme et d'éco-production.
Et finalement, un autre exemple que je voulais partager avec vous, un autre cas pratique, c'est tout le travail qu'on poursuit donc là avec donc Calista Film aussi sur les nouveaux récits. Donc ça, c'est un travail qui a commencé justement avec Frédéric déjà dès 2019, où on avait fait une table ronde à Convergence sur comment est-ce que la fiction audiovisuelle, très concrètement, peut accélérer les transitions écologiques et sociales. Et du coup, on avait vraiment envie de passer à l'action parce qu'on parle beaucoup de... il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on parle de... par exemple, oui, quel genre est-ce qu'on utilise? Quel type de levier pour la fiction? Est-ce qu'on fait peur? Est-ce qu'on parle de choses positives? Est-ce qu'on montre... Frédéric disait pendant cette conférence justement qu'il fallait plutôt montrer des petits pas pour éviter que les gens, ce soit des énormes marches à monter et que l'action ne se fasse pas derrière. Et en fait, on a eu envie d'expérimenter vraiment ce que ça impliquait d'écrire un nouveau récit. Donc, ce que nous, on entend par nouveau récit, c'est vraiment un récit qui non seulement, qui va au-delà de juste dénoncer des problématiques, ce qui est déjà méga important d'ailleurs, mais qui réussit à proposer ou à questionner des solutions, en fait, et des nouveaux imaginaires, des nouvelles façons de vivre. Mais au scénario, on est d'accord. Au scénario, oui. Tout à fait. Merci pour la précision. Ouais, tout au scénario, parce que c'est là que tout commence. Et c'est un peu la frustration qu'on a avec le placement de produit, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment assez tard. On arrive assez tard dans le processus pour plein de raisons, ce qui fait que du coup, on n'a pas, sauf si l'opportunité est déjà là, on ne peut pas vraiment influencer le scénario, ce qui est quand même un levier bien plus important que de juste rajouter tiens, ce chouchou est éco-responsable. Mais on peut l'intégrer. Par exemple, moi, je me suis battue pour être à vélo au lieu d'être en voiture sur un tournage. Et c'est pas simple de le faire passer. Alors que ça ne changeait rien à l'intrigue. Et voilà. Pardon, je t'ai interrompu. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que justement, ça ne change rien, ça ne change rien à l'intrigue et pourtant, c'est déjà compliqué. Donc, quand il s'agit de changer des choses à l'intrigue... maintenant, les tournages ont découvert les contraintes Covid. Donc, je pense que les contraintes éco-responsables, ça ne sera rien du tout. Tu vois, vraiment. En fait, ça va... je t'assure. Parce qu'on a tellement souffert avec le Covid quand même. Pour le coup, c'était douloureux. Et ça a coûté très cher. C'est encore le cas. Mais je pense que du coup, des productions vont se réjouir de pouvoir mettre en place d'autres fonctionnements. Non, mais Hélène, tu as tout à fait raison, parce que de toute façon, on avait prévu aussi cette table ronde pour que vous puissiez réagir les uns les autres. Oui, mais j'ai peur qu'elle n'ait pas le temps, Morgane, de tout dérouler. Ça va très bien. C'est le but de ces tables rondes, justement, c'est l'échange, donc c'est pas grave. Tout ça est sur le site web au pire. Donc, mais donc pour finir brièvement là-dessus, du coup, l'idée, c'était d'expérimenter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité de l'appel à projet de scénario de court-métrage de Canal qui s'appelait On s'adapte, pour en fait faire pendant le confinement une résidence d'écriture de 2 semaines. Où alors on a expérimenté pas mal de choses. Déjà, on a expérimenté le fait de mettre des gens qui ne se connaissent pas en groupe pour écrire. On a ensuite expérimenté du coup tout ça à distance à travers Zoom. On a expérimenté du coup une méthode d'écriture pour que en fait, en 2 semaines, ils ont juste écrit un pitch, mais on voulait que ce pitch ait déjà toutes les fondations de ce qui fait un bon scénario, c'est-à-dire vraiment justement la trame. La trame, justement le voyage du héros notamment, ses enjeux, ses faiblesses, ses désirs, qu'est-ce qu'il va devoir affronter, etc. Et aussi du coup tout le côté nouveau récit. Et donc là on est ressorti avec encore plus de questions, parce qu'on s'est vraiment rendu compte que je pense que moi ce qui m'a le plus marqué, c'était que pour changer les valeurs, déjà pour écrire un scénario, on se base sur plein de préjugés et de choses que l'on partage tous en tant que société. Par exemple, tiens, lui, il a une grosse voiture, donc il est cool. Voilà. Et ça, en fait, on n'a pas besoin de l'expliciter dans le scénario parce que c'est bon, tout le monde le sait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on veut écrire un scénario, donc un parcours de personnage déjà bien complexe, mais qu'en plus, on détruit un peu les fondations sur lesquelles on est et on dit, en fait, non, c'est plus cool c'est plus cool de conduire dans une grosse voiture, quoi. Surtout en format court-métrage où il faut déjà développer une histoire qui tient la route avec une évolution de personnage en 15 minutes, c'est difficile. Voilà.
Donc vraiment, ça a été. Donc là, on continue à travailler et on a vraiment envie de justement approfondir tous ces liens avec les chercheurs pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place tous ces principes de communication environnementale que par exemple, voilà, il faut faire la politique il faut introduire un changement petit, qui soit positif et pas négatif, enfin, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans les méthodologies qu'on a déjà d'écriture de scénarios et notamment de travail sur les personnages et sur le héros. Voilà, et pour relier aussi avec ce qu'on faisait avec Pixétique, l'idée, et sur les différents mondes, parce que oui, c'est très très important, je pense, de relier les mondes, et là notamment, notre but était de relier le monde des solutions, donc toutes ces marques-là, partenaires que vous pouvez voir sur le visuel, et qui du coup, elles, sont déjà en train d'inventer le monde de demain à travers leur nouvelle façon de fonctionner et leurs produits. Comment est-ce que ces marques-là peuvent inspirer justement des scénaristes qui... on voit bien avec les scénaristes avec qui on travaille chez Calista, en fait, comme nous tous et nous toutes, ont un manque de savoir de ce qui existe, des solutions et de ce qui se passe en fait avec le climat et avec la biodiversité et toutes ces choses-là. Voilà, donc je pense que mettre ces mondes ensemble, même si c'est pas toujours facile, et on s'en rend vraiment compte dans le placement de produits, parce qu'il faut vraiment faire matcher deux besoins et deux mondes très différents que sont les productions et la production du visuel et les marques. Mais je pense que c'est super important pour en fait pour former vraiment les scénaristes, parce qu'en fait je pense que ce que je retiens de nos expériences jusqu'alors, c'est qu'il faut donner le pouvoir aux personnes qui font et pas forcément leur imposer justement par exemple du placement de produits ou des choses comme ça, même si en général ils sont contents de faire du placement de marque éco-responsable, mais je pense qu'il faut d'abord que l'envie vienne d'eux, et pour ça il faut en fait juste leur donner les infos et les former aux solutions qui existent et aux changements climatiques notamment. Voilà pour l'instant. Merci Morgane. Alors, évidemment, tu as abordé tous les sujets qui touchent à l'imaginaire, et comme tu dis, en fait, on a déjà, quand on regarde, on a effectivement des notions du héros qui sont préconstruites, qui sont imprégnées depuis des années, qu'on regarde des films et qu'on retrouve toujours un petit peu des stéréotypes. Et c'est vrai que c'est très difficile de changer ces marqueurs, en fait, qui marquent la virilité, qui marquent la soumission, qui marquent des tas de choses que culturellement, finalement, on a intégrées, dont on ne se rend plus compte. Et c'est vrai que la fiction, c'est donc un moyen pour, à travers les personnages, de montrer que d'autres formes de vie sont possibles, d'autres habitudes sont possibles, d'autres excès, ça peut être. Alors, on continue avec Magali, et puis on fera les questions après. Ouais. C'est bon? C'est bon. Magali, bonjour. Hello, bonsoir à tous. Alors, moi, j'aimerais bien commencer par vous faire une petite expérience de pensée. Vous êtes partants? Alors, l'idée, c'est de fermer les yeux, de prendre des respirations profondes, agréables. Et à chaque respiration, vous allez vous décontracter de plus en plus. Et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et puis, vous allez vous imaginer dans un endroit super agréable. Un endroit où vous avez vécu des bons souvenirs, ou bien alors un endroit que vous imaginez, mais qui vous fait beaucoup de bien. Et maintenant, je vais vous inviter à vous projeter en 2040 et à observer en 2040 à quoi ressemble votre vie, à quoi ressemble le monde, à voir quelle impression vous avez dans le corps. Et puis, tout doucement, je vais vous inviter à revenir ici, en 2020,
pendant notre colloque héros et héros, à rouvrir les yeux et à m'écrire dans le chat. Alors, déjà, l'endroit où vous étiez bien. Est-ce que c'était un endroit de nature? Est-ce que c'était un endroit de ville? Quel était cet endroit? Donc, m'écrire, voilà, nature, Morgane. Donc, c'est un petit sondage. Au bord de la plage, ok. Nature, montagne, communauté, au bord d'un lac, ok. Ok, donc, pour le moment, David entouré, ok. Donc, pour le moment, tout ce que je vois là, c'est des endroits de nature. C'est pas des endroits de bitume et de ville. Donc, ça, c'est déjà très parlant. Maintenant, je vais vous demander de me dire, en 2040, est-ce que le monde que vous aviez imaginé, c'était un monde qui vous angoissait ou un monde qui vous rendait plus heureux? Donc, est-ce que vous avez ressenti de la joie ou de la peur? Alors, heureux, angoissant, heureux, joie, satisfaction, apaisé, silencieux. Ok. Donc, on a un peu plus de heureux que d'angoissant. Au début, c'était moite-moite. Ok, angoisse encore. Donc là, on est vraiment moite-moite. C'est bien, vous faites travailler vos imaginaires. Moi, j'ai craqué. D'habitude, quand je fais ce test, j'ai beaucoup plus de gens flippés que de gens apaisés. Donc, je ne sais pas si c'est parce que c'est votre domaine, mais c'est des jolis résultats. Impossible de s'imaginer en 2040, ok. Bon. Alors, je vais faire un autre petit sondage. J'aimerais savoir qui connaît On est prêt ou qui connaît l'affaire du siècle. Moi. Ok. Ok. Donc, je vous invite à le noter aussi dans le chat pour voir. Dites-moi si vous connaissez l'un ou l'autre, les deux. On ne peut pas s'exprimer. Ouais. On peut aussi s'exprimer avec des signes à la caméra, ouais, c'est vrai. Bon. Ok, donc ouais, vous êtes quand même calés, hein, bravo. Aucun des deux, ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas On est prêt et l'affaire du siècle, enfin déjà, je vais commencer par On est prêt. On est prêt, en fait, c'est un mouvement que j'ai lancé fin 2018. Et c'est un mouvement qui a vocation à rassembler au départ des créateurs vidéo, principalement sur Internet, afin de les coordonner entre eux, les coordonner avec des experts et les coordonner avec des faiseurs sur le terrain. Donc l'ambition initiale, c'est de se coordonner dans des actions collectives ou bien dans les récits dont chacun va s'emparer. Donc en fait, ça prend plusieurs formes, nos actions. Ça peut être des grosses campagnes d'impact très massives, ou bien ça peut être de l'accompagnement plus subtil de créateurs et d'artistes, de la production vidéo, du conseil en sous-marin, de l'influence média, ce genre de choses. Et alors, nous, les récits, ils sont énormément, ils sont complètement au cœur de notre action aussi, parce qu'on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les utopies lucides. Donc, à quoi peut ressembler un futur que nous construirions? Et en fait, on a besoin de ça afin de mobiliser les gens dans le présent. Donc, on travaille aussi bien sur l'axe du futur, des utopies lucides, que de la mobilisation et des alternatives déjà existantes dans le présent. Alors, je vais commencer par vous mettre la vidéo de la première campagne. Donc, Frédéric, je veux bien que tu la lances, s'il te plaît. Cette première campagne, elle est née courant 2018. En fait, j'avais commencé par rassembler au départ une quinzaine de youtubeurs. Pour la suite, je vais les appeler des créateurs parce qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle des youtubeurs. Donc, j'avais commencé par rassembler une quinzaine de créateurs chez moi en juin 2018 pour créer cet écosystème dont je vous ai parlé avant. Et en fait, ce jour-là, c'est décidé ensemble de lancer une campagne sur le climat, sachant qu'on visait une fenêtre médiatique qui était entre le rapport du GIEC en octobre et puis la COP 23 à l'époque. Et on s'était dit qu'à ce moment-là, on avait à peu près 6 semaines pour secouer les médias autour du dérèglement climatique.
Et en fait, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était la canicule de l'été, c'était la démission de Nicolas Hulot. Et nous, au fur et à mesure de nos réunions, en fait, le chiffre des créateurs augmentait, c'est-à-dire qu'ils étaient passés de 15 à 40 avant l'été. En revenant de l'été, ils étaient 60, 70. Et en fait, quand on a lancé la campagne, ils étaient donc beaucoup plus nombreux qu'au début. Et à la fin de la campagne, ils étaient plus de 100. Et donc, Frédéric, tu as la vidéo? Oui. Allez, c'est parti, je vous la montre. On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. L'histoire a prouvé que toutes les mobilisations qui réunissaient 3,5% seulement de la population réussissaient à faire basculer un système. En France, ça fait 2,5 millions de personnes. À partir du 15 novembre, on se lance dans le grand défi. Un défi inédit dans l'histoire de l'humanité. Jour après jour, nous avons décidé de relever ensemble ce grand défi. De l'incarner dans nos quotidiens et de nous encourager les uns les autres. On va vous montrer comment on vit ce challenge à travers nos réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur la page Facebook On est prêt. On vous expliquera comment on peut vivre ce changement. Pendant 30 jours, on va vous proposer de vivre ensemble des solutions concrètes. Et on va vous expliquer pourquoi on les a choisis. Devenir zéro déchet, rejoindre une asso, aller dans une banque qui ne finance pas les projets fossiles, diminuer la viande ou encore baisser le chauffage. Si on réussit à relever ce défi, on pourra raconter à nos gosses et aux gosses de nos gosses que grâce à nous, on a pu préserver la vie sur Terre. Mais pourquoi je changerais moi, puisque tout le monde s'en fout du climat? Bon, déjà, t'es pas tout seul. On est des millions à changer. Et en vrai, chaque jour, on est de plus en plus nombreux et surtout, on est partout. Imaginez la chance qu'on a. On est la génération qui peut changer le monde. Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire. Alors, est-ce que t'es prêt? Parce que nous, on est prêts. Donc, on m'écrit déjà un peu de Janice. Bah oui, mais en fait, voilà. Donc, c'était une campagne pour les réseaux sociaux, donc qui s'adressait principalement à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et donc, avec des youtubeurs et des instagrammeurs, donc notre cible était les 15-35 ans. Et en fait, dans cette campagne, on a vachement réfléchi à la manière de faire. Et en fait, dans le collectif des créateurs, il y en avait plein qui étaient déjà écolos, qui étaient déjà végétariens, mais qui n'osaient pas en fait, le dire à leur communauté. C'était tabou. Et en fait, le fait d'avoir été aussi nombreux, en fait, ça a permis à la plupart de faire un coming out écolo. Donc, ça les a permis de s'encourager, comme on dit dans la vidéo, de se donner du courage les uns aux autres pour assumer en fait, leur écologie et pour la montrer. Donc, en fait, tous les jours, pendant 30 jours, il y a un créateur qui a proposé au reste des communautés, donc à tous les autres créateurs et à toutes les autres communautés, un défi. Donc un défi par jour pendant 30 jours, de manière crescendo. Le premier défi, c'était aujourd'hui, je vide ma boîte mail, parce que Internet, c'est l'équivalent du 6e pays au monde en termes d'empreinte numérique, de gaz à effet de serre, pardon. Deuxième jour, j'adopte une gourde, et ainsi de manière crescendo jusqu'au défi final. Et en fait, on ne connaissait pas à l'avance les défis, enfin les communautés ne les connaissaient pas à l'avance. Et le défi final, c'était maintenant qu'on a montré qu'on pouvait changer à notre niveau, qu'on était prêt à le faire, en fait, on se tourne vers l'État et on demande à l'État de prendre ses responsabilités. Donc, on soutient l'affaire du siècle, ce recours contre l'État pour inaction climatique. Et à ce moment-là, il y avait plus de 130 personnalités. Et la pétition a fait près de 2,3 millions de signatures. Donc ça a été la plus grosse pétition française. Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle. À voir les sécheresses, les incendies, les tempêtes. Les forêts et les animaux disparaître, que tout peut s'effondrer. On est des millions à entendre tous les jours aux infos. Les experts du climat tentent d'alerter le monde. On parle de la 6e extinction, donc on parle de la fin du monde quelque part. On connaît depuis les années 1960 les causes du dérèglement climatique. On sait que si on ne fait rien, la température de la Terre pourrait augmenter de 5 degrés d'ici la fin du siècle. 5 degrés, c'est 50% de rendement agricole en moins. Des étés à 50 degrés, même en France. Plus assez d'eau, des centaines de millions de gens qui devront migrer. Car pour l'instant, nos présidents, ils parlent beaucoup. Notre maison
Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat. Le réchauffement annonce des conflits. Make our planet great again. Mais ils ne font pas grand-chose et nous, depuis toutes ces années, on leur met pas assez la pression. Les scientifiques sont désespérés. Ils ne savent plus comment le dire. Ils ne comprennent pas la surdité du monde. Alors, on essaye d'agir à notre échelle, de trier, de manger moins de viande, de prendre nos vélos. Mais si on a 2 ans pour tout changer... Il faut se rendre à l'évidence, les petits pas ne suffisent pas. Nos dirigeants ne tiennent pas leurs promesses et les efforts sont toujours remis à plus tard. Nous sommes tous en danger. Et l'État a la responsabilité de nous protéger. C'est une menace qui pèse sur notre santé, sur la qualité de l'air, sur l'eau, sur l'alimentation, sur nos logements. Et qui touche d'abord les plus pauvres, les plus fragiles d'entre nous. Alors tous ensemble, face aux injustices sociales et environnementales, face à l'inaction climatique, on va mettre notre État devant ses responsabilités. On va demander à la justice d'ordonner à l'État de respecter ses propres lois. Est-ce que ça peut marcher? Oui, d'autres pays l'ont fait. En Belgique, au Pakistan, aux États-Unis ou au Canada, des gens comme toi et moi poursuivent leur gouvernement. Et aux Pays-Bas, ils ont gagné. La justice a condamné l'État à baisser ses émissions d'au moins 25% d'ici 2020. Nous aussi, on peut gagner et forcer l'État français à réduire ses émissions drastiquement. Demandez à la justice que l'État nous protège réellement. On est en train d'écrire l'histoire. Alors comme c'est compliqué et qu'on ne peut pas tous attaquer l'État en justice, 4 associations vont le faire en notre nom. Alors inscrivons nos noms, des millions de noms. Montrons au gouvernement que nous sommes prêts et qu'il ne peut plus reculer. Si on gagne, on aura un véritable moyen pour forcer nos dirigeants à agir. L'enjeu est immense, c'est maintenant ou jamais. On compte sur toi pour passer le mot. Signe et partage cette vidéo. On a gagné! Vous avez gagné! L'inaction climatique de l'État est jugée illégale. Avec l'affaire du siècle, nous venons ensemble de faire condamner l'État pour inaction climatique. Et ça, c'est une victoire historique, inédite pour le climat et la planète. Rappelez-vous, tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans. On a attaqué l'État en justice pour inaction climatique. Nous avons été plus de 2 300 000 à nous mobiliser pour l'affaire du siècle. À soutenir ce recours en justice lancé en notre nom à toutes et à tous par 4 ONG. Cette victoire, c'est la vôtre. En fait, c'est tout simplement la victoire de toutes celles et ceux qui comprennent vraiment l'urgence de la crise. De celles et ceux qui agissent pour que l'État respecte enfin ses engagements pour le climat. Pour qu'il arrête ces beaux discours qui ne sont jamais suivis d'actes concrets. La justice a tranché. Elle reconnaît la faute de l'État et son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique. La justice confirme que l'État a le pouvoir et le devoir de changer les choses. Ok, mais concrètement, ça change quoi? D'abord, la justice donne raison à celles et ceux qui alertent sur l'ampleur de la crise depuis des décennies. La situation est littéralement catastrophique. Chaque demi-degré compte, chaque année compte. Il reste une toute petite fenêtre d'opportunité pour contenir le réchauffement. Premier constat, les objectifs du gouvernement sont ambitieux, mais les actions sont insuffisantes, les dispositifs trop faibles. Deuxième constat, la France n'aura aucune chance d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle n'a en effet pas tenu ses engagements ces 4 dernières années. Dès aujourd'hui, des victimes des changements climatiques en France vont pouvoir demander réparation à l'État. Mais surtout, cette reconnaissance, c'est la condition indispensable pour que la justice puisse ordonner à l'État de prendre enfin des décisions plus fermes, plus fortes, plus efficaces sur le climat. Car l'État n'a toujours pas pris la mesure de l'urgence climatique. Aujourd'hui, son nouveau projet de loi ne permet en aucune façon de respecter les accords climatiques que la France s'est donnés. L'urgence climatique est là. Souvenez-vous, la vallée de la Roya en octobre dernier. La dernière décennie entre 2011 et 2020 est également la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle. Des tempêtes et des intempéries d'une intensité rare, des sécheresses inégalables et des vagues de chaleur inédites. Les changements observés sont sans précédent. Mais ce n'est pas fini. Au printemps, nous comptons obtenir une deuxième victoire juridique. Plus historique encore. Le juge pourrait forcer l'État, le contraindre à agir face au dérèglement climatique. Du jamais vu pour le climat. Alors on continue. Restons toutes et tous mobilisés. La victoire d'aujourd'hui nous montre que c'est possible de faire bouger l'État. On ira jusqu'au bout, car ce qui compte c'est d'obtenir de vraies actions concrètes et efficaces pour le climat. On a besoin de vous, partagez cette vidéo. Et alors, parmi les enseignements
dont on a constaté qu'il fonctionnait bien en fait pendant cette campagne, il y a eu le fait de rester dans la joie aussi malgré la gravité du propos et malgré le sérieux du propos. Et en fait, ce que moi j'avais un peu constaté par ailleurs, c'est que dans la pyramide de l'engagement, tout en bas, là, il y a les climato-sceptiques, après il y a les indifférents, les curieux, les engagés et les ambassadeurs. Et en fait, il y a des études cognitives qui montrent deux choses. Premièrement, qu'en fait, on ne parle pas de la même manière à ceux qui sont déjà archi engagés et puis ceux qui ne sont pas encore très, très engagés, sachant que les climato-sceptiques, on les mettait d'emblée de côté. Et en fait, nous, on s'adressait à cette branche du milieu. On s'adressait aux curieux, indifférents. Et en fait, c'est eux qu'on essayait d'aller mobiliser. Et eux, en fait, on ne peut pas leur parler sur le mode de la colère ou de l'indignation. Il faut mieux leur parler sur le mode de la joie et de la surprise. D'où le fait d'être le plus surprenant possible dans notre manière de faire et de créer un peu de mystère autour de ce défi au moment où la vidéo est sortie. Et l'autre truc qu'on a constaté, c'est que dans plein d'études cognitives, en fait, il y a, quand on parle de choses aussi angoissantes, un risque réel de sidération qui peut tomber soit dans la dépression, soit dans le déni ou d'autres choses. Et pour éviter en fait cet effet-là, il est important que les solutions apportées viennent immédiatement et paraissent plus puissantes que la menace elle-même, ce qui est super dur quand on parle du dérèglement climatique. Mais là, il y a une distorsion de pensée, il y a un biais cognitif qui est que quand on est dans l'action, tout de suite, ça donne de l'espoir. Donc en fait, c'est pas il faut avoir de l'espoir pour agir. En fait, c'est dès le moment où on se met en action, on décuple notre capacité à imaginer et à croire à autre chose. Donc pour nous, l'enjeu, c'était déjà de leur faire le premier pas. Et pendant 30 jours, sur Instagram, en fait, les créateurs se sont filmés chez eux de manière très sincère à montrer ce qu'ils faisaient, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et c'était super important pour nous de montrer leur vulnérabilité, de montrer à quel point ils pouvaient galérer, de montrer à quel point il ne fallait pas attendre d'être parfait et pur pour agir, parce que ça n'existait pas. Ça, c'est une idée qu'on peut se faire dans la religion ou quand on est super militant, mais personne n'est parfait. Même le plus militant des militants, même les scientifiques pour le climat, ça leur arrive de prendre l'avion pour certaines conférences, même si ils font leur maximum pour l'éviter, ça leur arrive de manger un bout de saucisson. À partir du moment où on vit dans cette société, c'est impossible de ne pas polluer et c'est très rare d'avoir une empreinte carbone positive, même si c'est l'objectif. Et pour autant, il ne faut pas attendre d'être parfait pour prendre la parole et pour agir et pour le montrer. Voilà. Et donc, en fait, suite à cette campagne, il me reste 5 minutes, c'est ça? Donc, suite à cette campagne, il s'est passé plein de choses pour nous. Donc, il y a des créateurs qui ont vraiment changé de mode de vie. Alors, selon des curseurs très variables, hein. Il y en a qui ont changé quelques petites choses dans leur vie, qui consomment de manière plus responsable. Il y en a qui ont arrêté de manger de la viande. Il y en a qui ont arrêté de travailler avec des marques polluantes. Donc, il y a eu plein de degrés d'engagement différents. Et du côté du gouvernement, suite à l'affaire du siècle, il y a eu une première réponse qui a été nous, on fait déjà ce qu'on peut, mais il y a deux Frances qui s'opposent, les écolos et les gilets jaunes, donc on peut pas, on n'arrive pas à bouger et à proposer des choses. Donc, pendant les 3 premiers mois de l'année 2019, en fait, là, on a surtout travaillé dans l'ombre sur un rapprochement, une convergence entre ces mouvements, donc gilets jaunes et écolos. Donc ça s'est beaucoup passé avec Cyril Dion et Mathilde Dimer. Ça a abouti en mars 2019, et là, d'un point de vue plus médiatique, parce que on est prêt à organiser justement cette médiatisation du rapprochement des mouvements. Donc là aussi, il s'agit de récits, mais de récits dans les médias. Donc, on a organisé dans Le Parisien, dans Combini, la rencontre entre Cyril Dion et Priscilla Ludowski, qui est une figure des Gilets jaunes. J'ai invité François Boulot pour qu'il vienne marcher à Paris dans le cortège de la marche du siècle. C'était la première fois qu'il venait marcher à Paris. Et en fait, tout ce rapport de force mêlé au collectif des Gilets citoyens et puis au rendez-vous que Cyril avait eu avec l'Élysée entre-temps, ça a permis à Cyril et aux Gilets citoyens de négocier avec le gouvernement la Convention citoyenne pour le climat. Voilà.
Et sur cette convention citoyenne, on a aussi fait une campagne en juin dernier. Alors, je ne sais pas si on a le temps de passer la vidéo, mais on peut peut-être mettre le lien dans le chat. En 2020, ce qu'on appelle encore la démocratie, ça ressemble à ça. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat. Voter pour des candidats qui doivent nous faire des promesses. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et encore des promesses. Et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple. Pour qu'on ait envie de voter pour eux. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. Entre deux élections, n'avoir presque aucun pouvoir. Et regarder la politique se faire sans nous, à la télé. Vous avez annoncé le déclenchement de l'article 49.3 sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. On sait tout ça, pas vrai? Il y a un an, je ne m'intéressais pas à la politique. Certains d'entre nous ne croyaient même pas au réchauffement climatique. Je me sentais pas du tout légitime pour prendre la parole. Je n'avais pas du tout confiance. Un peu comme vous, j'imagine. Il y a 18 mois, en pleine mobilisation des Gilets jaunes et des marches pour le climat. Alors que l'affaire du siècle avait réuni plus de 2 millions de personnes pour attaquer l'État en justice. Un collectif a proposé de créer une assemblée citoyenne. Des femmes et des hommes, comme vous et moi, tirés au sort. Qui n'ont pas besoin de faire des promesses pour être réélus encore et encore. Après des semaines de négociations, le président a accepté de la mettre en place. Une première en France. Sur un sujet bien particulier. Sans doute la plus grande menace que l'humanité ait jamais affrontée. Le dérèglement climatique. Une menace bien pire encore que celle que nous venons de traverser. Et voilà ce qu'il a dit. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Pendant 9 mois, on a bossé comme des fous, les soirs, les week-ends. On a auditionné des scientifiques, des économistes, des banquiers, des agriculteurs, des juristes, des syndicalistes, des urbanistes, des chefs d'entreprise, des ministres. On a construit un plan pour éviter la catastrophe climatique et sociale, mais aussi pour que notre futur à tous soit plus beau. On a cherché des solutions qui respecteraient tout le monde. Et d'abord les plus pauvres, les plus fragiles. Des solutions pour relancer l'économie, sans mettre la planète en danger. On sait que c'est pas gagné d'avance. Mais si ça marche, ça sera historique. 9 mois plus tard, les citoyens ont fait le job. Et maintenant, c'est au président de tenir sa parole. Ça étonne peut-être, ça en contrarie d'autres, ça faisait peut-être longtemps que c'était pas arrivé, mais je fais ce que j'ai dit. Alors pour eux, pour nous, pour les Français... Maintenant, c'est à votre tour, Monsieur le Président. De tenir votre engagement, comme nous avons tenu le nôtre. Vous l'avez dit. Plusieurs fois. Maintenant, faites-le. Les décisions à prendre engagent notre avenir à tous. Nous devons tous participer à les prendre. Faites-le. 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 Ce sera un moment historique. La chance de construire le monde d'après. Et d'inspirer d'autres pays en Europe. Faites-le. Faites-le. C'est notre responsabilité face à l'histoire. Le mouvement citoyen ne s'arrêtera pas. Il s'agit juste de savoir si on continue comme avant ou pas. Partagez cette vidéo autant que vous pourrez. C'est le moment de réinventer notre démocratie. Si nous atteignons plusieurs millions de personnes, ce message ne pourra plus être ignoré. Alors partageons autour de nous. Donc vous verrez la tonalité, Frédéric me faisait remarquer qu'elle avait beaucoup changé, qu'elle était plus dans l'accusation. Voilà. Donc cette campagne autour de la Convention citoyenne de notre côté n'est pas terminée parce qu'il y a un projet multiloi qui est en train d'être rédigé et qui ensuite va passer au Parlement. Donc c'est important pour nous de suivre ce projet jusqu'au bout. Donc les suites là vont être dans les prochains mois et notamment en 2021. Et alors un autre projet, donc là je change vraiment de catégorie de récit, un autre projet qu'on a porté également avec Cyril Dion au Festival de Cannes 2019, c'était un appel aux professionnels du cinéma qui s'appelait « Résister et créer ». Et en fait, on a lancé cette tribune pour inviter tous les professionnels du cinéma à mettre en scène, écrire des utopies lucides au lieu de dystopies. Parce qu'aujourd'hui, dans le cinéma, ce qui est le plus souvent montré, c'est un futur catastrophique,
Or, c'est ce que je vous disais au tout début, on a besoin de ce cap collectif qui nous enthousiasme, qui nous donne de l'élan, qui nous montre dans quel chemin construire. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous fait cruellement défaut. Donc, quand on a lancé cette tribune, on a eu plus de 250 signatures en quelques jours. Et en fait, la conclusion naturelle pour nous, j'y pensais depuis longtemps, ça a été de lancer une fabrique des nouveaux récits avec Spark News au tout début, qui a pour vocation d'accompagner les acteurs culturels, comme le fait Morgane avec Canal+, de les accompagner à transformer leurs récits et à s'empouvoirer. Voilà. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait en parallèle, qui est plus lié à de la prospective, à du conseil, qui peut être beaucoup plus dans l'ombre, mais qui est tout aussi important et influent parce qu'on accompagne en fait les producteurs, les maisons d'édition, les labels de musique, les boîtes de jeux vidéo à changer leur regard sur ce que pourrait devenir le monde si on s'empouvoirait. Voilà, j'ai écoulé mon temps de 20 minutes. Je vous remercie. Bon alors, Anne, on continue? Oui, on va passer à nos deux derniers invités, Cécile et Eric. Oui. Donc je voulais peut-être dire en préambule, je trouve ça très intéressant ce qui a été dit par Morgane et par Magali et Hélène. En fait, il faut travailler à toutes les échelles et toucher divers publics. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Chacun travaille sur un certain public, dans un certain imaginaire, dans une approche, sur certaines générations. Et tout ça, ça fait un ensemble à diverses échelles. Et je pense que ça peut vraiment faire avancer les choses. Je trouve que nous, depuis 2014, quand on a commencé avec Cécile Arnold à créer Opera Mundi, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On peut être défaitiste ou pessimiste, mais en même temps, on peut être très optimiste en se disant qu'il y a eu une avancée, une progression incroyable. Et nous, notre devise au début, c'était partir de cette devise qui était « Le monde change, parlons-en ». Alors, on partait plus de la littérature, du débat public, des chercheurs, des écrivains, de la relation art et science. Et pour nous, ce qui a été important, c'est de travailler in situ avec divers publics sur la notion un peu du débat public, de se retrouver dans une salle et pas en Zoom, de se retrouver, que des corps se retrouvent dans un lieu, dans une ville, et que ces corps-là écoutent déjà, par exemple, le témoignage ou le récit d'un chercheur, d'un savant, d'un explorateur, d'un astrophysicien, d'un océanographe, un botaniste, un écologue, un paysagiste, un chercheur en intelligence artificielle, un climatologue, des philosophes des sciences, des historiens, des juristes de l'environnement et bien d'autres aussi, donc des théoriciens, des créateurs, mais aussi des praticiens comme des boulangers, des agriculteurs, des chefs de cuisine. Et donc, dans cette délibération-là, dans cette agora-là, nous, ça ne nous plaisait pas, par exemple, de mettre 2 ou 3 personnes ensemble. Je sais que quand on fait des événements publics, souvent, les organisateurs culturels, parce que c'est une association culturelle que l'on a, souvent, ils aiment bien pour que ce soit un peu plus excitant, un peu plus fun, divertissant, qui est plusieurs intervenants. Et en fait, on s'est aperçu, en tant que public, tous les deux, quand on assistait chacun à des événements, que souvent ça diluait un peu. On avait un petit shot d'un côté, on avait une petite conversation, mais que ça n'allait pas très en avant. Et nous, ce qui nous intéressait, en fait, c'était cette capacité oratoire de certains chercheurs, acteurs, scientifiques, auteurs, etc., praticiens et théoriciens, cette capacité oratoire à dire leur analyse, à dire leur perception et leur émotion. Et donc, le public, souvent, se retrouve dans des conférences, souvent des conférences qui sont un peu old school, normales, comme on a l'habitude de les voir, qui ne sont pas des TEDx, donc c'est bien plus long, ça ne dure pas 5 ou 15 minutes, ça dure 1 heure.
Donc, il faut vraiment prendre son temps. Donc, les gens rentrent dans ce cours cognitif, dans cette avancée, dans cette construction du savoir, mais aussi dans ce récit du savoir. Et souvent, ils sont obligés de se taire. Donc, d'une certaine manière, ça bouillonne un peu. Il y a plein de choses qui, dans leur tête, sont créées, sont suscitées, sont poussées. Et juste là, à la fin de la conférence, on demande aux gens de ne pas poser de questions, de se lever, de sortir et de boire un verre d'eau ou un verre de vin d'un partenaire bio, un vignoble bio. Et juste après ça, 5 minutes après, on coordonne, on modère une conversation en présence du conférencier, de la conférencière et du restant du public qui a voulu poser des questions et dépasser les, juste les données objectives, les éléments scientifiques, la parole et la mise en parole, et donc dépasser cela et se retrouver ensemble dans cette espèce de configuration physique, debout, changer déjà physiquement. Et là, on s'est aperçu que les gens ils ressentaient un plaisir énorme parce qu'ils pouvaient, sans complexe, sans agressivité, sans trop se mettre en exergue eux-mêmes, à vraiment converser. Ils étaient très contents d'être à côté de quelqu'un qui était spécialiste et en même temps de pouvoir dire ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils pensaient. On s'est aperçu en fait que les gens avaient besoin, sur la place publique, de dire ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient, leurs peurs, mais aussi leurs désirs. Voilà. Et donc, ça, c'était un plaisir émotionnel et intellectuel en même temps. Donc, ces apéromundi, en fait, qui sont de forme relativement simple, et c'est finalement de déconstruire la géométrie habituelle, académique, en fait, de la réception et de l'échange autour des savoirs, mais de réincapaciter, en fait, les publics dans ces événements, en fait, pour qu'ils soient quelque part porteurs d'une parole, d'une pensée, non pas au même titre que le scientifique, mais avec la pensée scientifique, et construire ensemble dans ce que Magali, je crois, appelait une forme de nouveau récit, de nouveau cap collectif qui pourrait émerger, en fait, à partir de ces moments. Après, les gens se quittent, mais sont aussi invités à venir participer à ce qu'on conçoit comme des programmations, c'est-à-dire à poursuivre en fait le dialogue par la suite dans l'ensemble des programmations qui sont créées. On a créé également des formes qui sont destinées aussi aux enfants. Toujours sous cette forme de conférence, mais qu'on a adapté en fait justement à ces jeunes publics, des conférences qui sont dites abécédaires, où il y a un tirage au sort d'initiales qui désigne 6 à 8 mots qui ont été définis avec le conférencier et qui permettent de séquencer en fait et une transmission de la pensée extrêmement interactive aussi avec les enfants qui sont sollicités par le conférencier et qui sont eux-mêmes préparés par des ateliers philo avant ces conférences. Et les enfants donc sont invités à être contributeurs en fait de ces conférences très vivantes et assez ludiques. Voilà. Et donc, en fait, ce n'est pas ce que vous dites. Nous aussi, on a auditionné la Convention citoyenne, c'est une chose formidable. Ce qui est passé On est prêt, là, qui est sorti il y a quelques temps, je trouve que c'est un super beau montage et ça fait vraiment un effet et ça peut toucher beaucoup de gens. Mais nous aussi, on a auditionné, mais sans produire quelque chose après. On a auditionné plein de gens et donc on les a fait communiquer avec le public. Mais ce que je voulais dire, c'est que toute cette série de conférences, on peut organiser une vingtaine de grandes conférences, mais 60 événements par an sinon, des grandes, des petites, dans des endroits particuliers, où on réunit 600 personnes et parfois 40 personnes dans un village, 600 personnes dans un 700 personnes dans un grand théâtre. C'est pas un pot pourri, c'est pas comme dans une université populaire, on aime bien les universités populaires, c'est souvent on passe d'un sujet à l'autre. Nous, chaque année, on a un thème, par exemple, a été au début le climat en question, quel monde
habiter aujourd'hui le vivant dans tous ces états. On a essayé de travailler aussi sur le graphisme, de travailler avec des graphistes sur les programmes et sur de la Terre, ses récits et ses usages, sur Prenons le temps. Et donc, à chaque fois, vous avez comme les chapitres d'un livre, comme un livre qui se raconte ou comme les articles d'une revue qui est composée. Et donc, petit à petit, il y a des choses qui amorcent, il y a des choses qui rappellent, et ça compose une réflexion, comment dire, commune. Et le public, qui est pas qu'un public de tête blanche, de cheveux blancs, qui est un public assez mélangé du point de vue des origines sociales, des générations, un public curieux, un public aussi de connaisseurs qui après, petit à petit, prennent pouvoir, il y a une espèce ils prennent un peu pouvoir de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils savent, et eux aussi, ils peuvent se faire ambassadeurs d'une certaine manière et monter et s'adresser à d'autres, et d'une certaine manière, le savoir circule comme ça. Et donc, il y a une histoire qui est racontée, il y a un cycle de conférences, et petit à petit, les gens reviennent, se voient, se retrouvent, il peut y avoir une immense salle, et les gens savent qu'ils sont ensemble, et il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont mises en relation, et qui sont physiques, qui sont intellectuelles et qui sont émotionnelles. Et pour nous, c'est une chose qui est vraiment très importante. Voilà. Ça reprend d'ailleurs l'idée que tu soulignais tout à l'heure, de relier les mondes, en fait, de relier les mondes à travers des pratiques, mais aussi à travers des récits qui sont développés dans ce cadre-là. Et le caractère d'une culture intellectuelle qui produit de l'émotion, c'est quelque chose qui, je pense, est très important pour faire passer des idées, en fait, ou en tout cas si c'est pas pour faire passer des idées, c'est pour parce qu'on est des passeurs, en fait, on est des médiateurs, voilà, dans notre travail et dans nos pratiques, mais disons que si les scientifiques et les publics réagissent, ils sont des deux côtés porteurs d'un savoir incarné. Voilà. On essaie de redistribuer les rôles, si c'est possible, et en tout cas de bouger les lignes, c'est ce qui nous semble très important dans tout ce qu'on fait, en fait. C'est changer le regard sur le monde tel qu'il va et sur nos pratiques aussi. Et enfin, peut-être pour conclure, pour ne pas faire trop long et pour qu'on puisse débattre ensemble, on a essayé, donc, ce qui était important pour nous, c'est le public, c'est la chose qui est la plus importante, et la diversité du public. Comme j'ai dit, la diversité en genre, la diversité en origine sociale, la diversité en niveau, en praticien, en théoricien, universitaire, boulanger, la personne qui passe dans la bibliothèque et qui soudain se retrouve là et qui ne connaissait pas du tout. Et là, on a décidé de faire toute une série d'ateliers, enfin plus que d'ateliers, c'est toute une entreprise, en partant de l'écologie dans des quartiers zones sensibles, prioritaires, dans des quartiers prioritaires, et pour s'adresser en partant de bibliothèques comme ça qui se retrouvent dans des quartiers de zones sensibles, et pour que les enfants, les jeunes adultes petit à petit se mettent redécouvrent l'environnement urbain, l'environnement intergénérationnel, l'environnement professionnel et l'environnement écologique, si ce n'est qu'un pissenlit qui pousse sur un goudron, ou alors reconnaître qu'un arbre à côté, ça s'appelle un tilleul, ou un micoucoulier déjà, c'est des choses qui petit à petit vont faire une culture commune et vont permettre aussi d'écouter la parole des habitants. Et ça, c'est une chose qu'on va faire en plus dans ces quartiers-là, de notre cycle de conférences et de notre cycle et de nos ateliers. Donc, voilà. Voilà, à Marseille et dans la métropole Aix-Marseille. Aix-Marseille, voilà. Provence. Parce qu'on n'a pas cité les lieux sur lesquels on s'activait. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que tous, vous avez ce lien-là de travailler à partir du public. Et ça, c'est quelque chose qui
vous réunit parce que c'est pas forcément en communication, on part pas tout le temps du public. Donc c'est comme si vous faisiez le chemin inverse. Et en fait, qu'est-ce qui vous a en fait aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous rendez compte que vous agissez comme ça ou c'était un présupposé de départ? Voilà. Pour Opera Mundi, en tout cas, c'est un présupposé de départ. C'est même pas un présupposé, c'est une volonté forte de concevoir en fait des programmations qui soient le public est au cœur en fait de nos préoccupations dans ce qu'on fait. Et pour faire une nuance là-dessus, c'est pas en partant du public, on ne transige pas sur l'exigence de la programmation. C'est-à-dire qu'on va pas chercher des porteurs de savoir qui viennent vulgariser leur savoir, mais plutôt proposer des conférences qui est vraiment la tenue, avec une épaisseur, une profondeur. On essaie d'inviter des savants qui sont plutôt des penseurs, qui sont plutôt soit connus, soit très peu connus, mais qui défrichent en fait des zones en fait assez novatrices en fait dans la nouvelle pensée, notamment écologique. Mais si on part du public, on ne cherche pas à vulgariser, on ne demande pas à nos invités de vulgariser. Au contraire. Voilà. Mais c'est souvent des pédagogues, des gens qui ont une très bonne capacité oratoire et qui peuvent parler simplement de choses complexes. Et ça, c'est tout un art. Et on réagissait aussi peut-être à un certain public, à certaines activités culturelles, certaines associations culturelles dans le monde culturel qui profitent plus de ce qu'ils font que du public auquel ils destinent ce qu'ils font. Et pour nous, prendre soin de l'autre, s'occuper de l'autre, se mettre en relation avec les autres que soi-même et ceux qui sont différents de nous-mêmes. Donc, pour éviter l'entre-soi aussi, c'était une chose, un présupposé de départ qui était très important. Oui, parce que tout, ça peut... Morgane qui voulait parler. Ah, Morgane, ouais. C'était pour répondre à la question de Frédéric sur le public. C'est vrai qu'à l'origine, tout part d'observation dans le milieu audiovisuel dans lequel j'étais. Je crois que un des déclencheurs, c'est une anecdote où j'étais en coloc et je ramène des courses, juste des produits qui étaient bio, qui en plus étaient en bouteille plastique et tout, donc vraiment, voilà. Et ma coloc, qui voyant mes courses sur la table, crie, parce que j'étais partie plus loin, ah, mais en fait, ça pue pas tes produits bio. Et là, je me suis dit, mais voilà, une personne voilà, de 25 ans qui a encore ce genre de préjugés, comment je fais alors qu'elle ne va pas aller chercher produits bio sur Internet ou ne va pas aller dans les rayons bio dans les supermarchés? Qu'est-ce qui fait qu'elle va comment je peux lui montrer autrement qu'en allant habiter avec toutes les personnes qui pensent ça et en leur apportant des produits bio, comment je peux leur montrer qu'en fait, non, le bio, ça ne pue pas. En fait, ce n'est pas ce qu'elle imagine dans sa tête. Et là, je me suis dit, mais en fait, ma pote, ma coloc, par contre, elle regarde Netflix, les séries et les films qui passent. Donc, si j'arrive à montrer Tom Cruise c'est un peu vieux, mais c'est que je pense à l'exemple de Top Gun avec les Ray-Ban, mais si je peux montrer quelqu'un de sexy, de glamour qui utilise des produits bio pour montrer que non, ça ne pue pas, qu'un shampoing solide, si, c'est facile à utiliser, là, j'arriverai à toucher ce public dont Magali parle ce public du milieu, en fait, des gens qui sont pas qui sont pas contre en fait changer, mais qui juste ont pas l'information devant les yeux, quoi, ou pas le temps d'aller le rechercher et pas l'idée. C'est en ça que le public, je pense, a influencé notre démarche. Magali, tu voulais ajouter quelque chose sur la question du public, notamment? Ouais, en fait, ce qu'on a voulu faire quelque part, c'était pas créer des héros en faisant cette campagne, c'était en les multipliant et en faire des héros du quotidien. Et justement, c'était important d'avoir une multiplicité de porte-parole pour que tout le monde puisse se sentir porte-parole.
Et c'est aussi pour ça que c'était super important de les voir galérer dans leur quotidien, parce que justement, c'est pas des Superman et des Superwoman, c'est des gens qui ont leurs failles, qui ont leurs difficultés. Et en fait, on voulait que tout un chacun se sente ce pouvoir, cette capacité à agir et à devenir son propre héros. Donc en fait, c'était désacraliser l'héroïsme que c'est d'être écolo quelque part. Voilà, créer une passerelle qui leur permette de traverser le pont. Et ce qui est intéressant, parce que je coupe, mais quand on étudie donc, le voyage du héros, comment on écrit un scénario avec un personnage, etc., en fait, c'est un personnage, pour s'identifier, c'est d'abord quelqu'un qui a une faille et un enjeu, une faiblesse, et qui va devoir le dépasser pendant tout le film. En fait. Et si on s'identifie à eux, c'est parce qu'on se reconnaît dans leurs défauts qu'on nous a exposés dès les premières scènes du film. Et du coup, c'est en ça qu'en fait, finalement, oui, on a toujours créé des héros qui avaient des choses à affronter, et d'abord eux-mêmes. Donc, c'est étrange qu'on ait créé ensuite ce mythe de « il faut être parfait ». Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais je pense que c'est lié, tu sais, c'est lié à toute la campagne des années 2000 avec les petits gestes, où on ne montrait pas les gens, on leur faisait faire des choses pour sauver la planète, mais c'était uniquement des petites actions, et tu n'avais pas d'individu. Hein, c'était des items, mais tu n'avais pas de visage auquel te confronter. Tu avais des pratiques normées à faire pour sauver la planète, et on pensait que là, il y avait les gens d'ADEME cet après-midi. Moi, j'ai essayé de poser une question à Janisch, mais il n'a pas eu le temps de répondre. Mais la question était effectivement, par des petits gestes, on allait amener les gens à faire plus. Mais ça n'a pas marché. Et la question qui nous taraudait aussi avec ce colloque, c'est est-ce qu'on a besoin de retour aux héros? Où sont nos héros? Est-ce que le héros est porteur? Ou est-ce que, comme vous le montrez aussi Hélène, mais le montre comme Magali le montre, c'est qu'on peut aussi partir de héros ordinaires? Je pense que c'est la question de l'incarnation. On tourne autour de ça depuis le début du colloque, là, depuis cet après-midi. Ouais. Et de l'imaginaire et de l'incarnation. Et je pense que tous les héros sont utiles. C'est-à-dire que des personnages hyper célèbres, des médias, ou des héros ordinaires, des artistes, ou des paysagistes, par exemple, comme Gilles Clément, à chaque fois, quand on invite Gilles Clément, on sent que les gens sont tétanisés. Ils arrivent et ils adorent ça parce qu'ils adorent cette combinaison entre le paysagiste, l'artiste et l'écrivain d'une certaine manière. Et ça leur donne une figure comme ça qui soudain les fait peut-être mieux écouter, mieux penser et peut-être à un certain moment plus agir ou en tout cas plus être ensemble pour qu'une force petit à petit se crée. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, c'est ce que je disais, à toutes les échelles, faire un placement de produit sur un chouchou coton bio, c'est aussi important que, je ne sais pas moi, que l'intervention d'un grand artiste ou d'un super savant. Pour moi, c'est des échelles différentes, mais qui sont hyper importantes. Le grand savant ou le grand artiste, il va se retrouver devant 600, 700 personnes. Le chouchou, il va toucher peut-être des millions, comme les vidéos dans les réseaux sociaux de On est prêt, ça peut toucher, enfin ça peut être lu par 4,6 millions de personnes, donc à chaque fois, mais à chaque fois ça va travailler de manière différente. Et je pense que c'est cette mosaïque comme ça, ces niveaux différents qui sont très utiles en fait. Je crois que c'est à tous les niveaux qu'il faut travailler. Je redis un peu ce que j'ai dit au début, mais... Oui, justement, je trouve que ça apporte une note très, très optimiste et pour la poursuite du colloque et par rapport aux échanges qu'on a avec vous pour cette table ronde. Alors, je voulais m'adresser aussi aux participants qui sont encore avec nous. Est-ce qu'il vous reste encore quelques questions? Parce qu'on va devoir clore la table dans 4 minutes. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Voilà, allez-y. Béatrice Jalin. Oui, Béatrice. Ouais, merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai pas pu écouter tout. Hein. Je m'excuse, j'étais parfois prise par d'autres tâches, malheureusement. Mais je voulais revenir sur, du coup, une partie de ce qu'on a entendu avec Thierry et puis ce qui ressort des échanges maintenant concernant ces fameux héros.
Ce qui me frappe, moi, dans ces discussions, c'est que finalement, ces héros, on ne se pose pas de la question de leur but ou de leur grand but, où je n'ai pas entendu beaucoup. Et dans l'introduction inaugurale là, que faisait Thierry, il y avait un petit peu ça, c'est finalement, on n'arrive pas à faire bouger les gens, etc., mais comme si le but était clair. Et moi, il me semble que ce qui est intéressant avec tous ces héros, alors qu'on peut qualifier d'anonymes, ordinaires, tout ce que vous voulez, c'est qu'ils n'ont peut-être pas exactement tous les mêmes buts. Et je trouve que ce serait intéressant de se questionner un petit peu plus là-dessus. Il y a plusieurs voies de l'écologie, voies au sens VOIX, mais aussi VOIES. Et peut-être ce qui est un petit peu dommage dans certains discours, c'est que cette diversité-là soit un petit peu écrasée. Alors que finalement, il y a celui qui a pour but de effectivement freiner le réchauffement climatique, de permettre la biodiversité. Il y a peut-être un autre qui a pour but d'arrêter d'acheter des yaourts qui font le tour de la Terre avant d'arriver dans son assiette, parce qu'en soi, c'est absurde. Il y a aussi celui qui dit c'est plus propre de faire comme ça, ou ça correspond mieux à ma façon de faire. Et je pense qu'il y a plusieurs voies. Il y a notamment une voie qui consiste à dire c'est pas l'efficacité, c'est pas le résultat qui m'importe, mais c'est le sens que je donne à mon acte. Et donc sur toute question des héros et des gestes qu'ils font, moi je m'interroge sur la place de alors définition, c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu plus de précision, d'information sur ces buts que poursuivent ces héros par certains gestes qui sont peut-être moins importants, finalement, ces moyens-là, que le but final, qui n'est peut-être pas si clair que ça. Parce que pour revenir à toute cette critique que faisait Thierry Libard aussi en début d'après-midi, c'est que on ne sait pas finalement, hein, on a identifié le diagnostic, mais que mettre en face, on n'est pas tous d'accord. Hein, certains pensent que simplement réformer le modèle, ça suffit. D'autres pensent qu'il faut le mettre complètement à plat. D'autres sont encore sur d'autres choses. Et donc, voilà, c'est ce type de but-là que j'ai en tête quand je parle de l'orientation des héros par certains gestes, mais l'orientation vers un but particulier. Voilà, c'était le sens de mon intervention. Merci. Alors, est-ce que certains de nos invités veulent répondre à Béatrice? Oui. Ce que je trouve intéressant sur la question du grand but, mais surtout, oui, qui peut être en fait pas seulement le but, mais aussi le chemin. Enfin, le but peut être le chemin. Ce que je trouve très intéressant, c'est il y a des films comme Nausicaa, par exemple, de Hayao Miyazaki, que j'ai revu il n'y a pas longtemps pour une intervention et que je trouve incroyable parce qu'en fait, je trouve que là où il a le plus d'impact, c'est que le personnage principal qui s'appelle donc Nausicaa, qui est une jeune fille, et elle-même, enfin, ce qui est intéressant, c'est sa transition personnelle à elle, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas donc imposer le changement aux autres, mais qu'il faut qu'on se transforme nous-mêmes, et ainsi on pourra inspirer par l'exemple d'autres personnes. Et cette Nausicaa, par exemple, elle est totalement dans la communication non violente, donc c'est vraiment super drôle de voir ça, alors que ça date des années 1980. Elle va, et puis c'est très perturbant. D'habitude, il y a les gros méchants, c'est les adversaires, on lance une punchline dans les films, voilà. Et là, elle, son adversaire, quand son adversaire la vise ou veut rentrer dans une confrontation, Nausicaa lui répond non, je comprends que tu sois en colère parce que la situation fait très peur, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on va réussir à. Enfin, il faut que tu n'aies plus peur et comme ça, ensemble, on pourra dépasser le problème que nous sommes toutes les deux en train à laquelle nous sommes confrontés, auquel nous sommes confrontés. Et je trouve ça. Et je pense que il faut aussi réussir à montrer dans ces nouveaux imaginaires, c'est aussi et c'est ça le voyage du héros. Ce que le voyage du héros peut permettre, c'est des transformations de personnes, mais aussi pas que dans un but une société où voilà, on voyage en vélo, enfin voilà, pas que des choses concrètes, mais aussi des nouvelles façons d'être ensemble. Et je pense que c'est ce que le héros peut faire. Et je pense que ce que les campagnes On est prêt montre aussi, c'est que voilà, ils ont choisi par exemple le collectif, la fragilité, la transformation d'eux-mêmes. Et je trouve que c'est en ça que si on n'est pas tous d'accord sur le grand but de la fin, on peut peut-être se mettre d'accord sur les transformations qu'il faut qu'on ait ensemble. Enfin, faut genre notamment arrêter dans la compétition, la confrontation, mais dans la collaboration, ce genre de choses. Magali, tu veux intervenir sur la question du grand but? Je pense que c'est très très variable le grand but. Il y en a pour qui c'est une projection dans le futur, il y en a qui font ça pour leurs enfants. Moi, je constate que en fait, c'est souvent très très immédiat. C'est
c'est très difficile de changer ses habitudes. Je ne sais plus si c'est 90% des pensées qu'on a, c'est les mêmes que la veille, de l'avant-veille, tout ça. Donc, en fait, c'est comment on va être bousculé dans notre quotidien et ça se fait par capillarité. Et moi, je me dis aussi que dans la première campagne On est prêt, on a réussi à les embarquer justement dans un grand but, à savoir ensemble, on peut faire changer les choses, on peut faire changer les communautés, des millions de personnes, tout ça. Mais il y en a aussi qui étaient là pour vivre une expérience collective, avant tout. Pour vivre une expérience collective, être ensemble, se connecter, faire ensemble la même chose au même moment. Et en fait, je pense que les gens ont énormément besoin de ce lien. C'est aussi ce qui fonctionne dans les matchs de foot. Donc, j'ai du mal à croire que les gens agissent souvent par raison. En fait, les gens agissent souvent par élan émotionnel avec leur tripes ou bien parce que des gens de leur entourage vont leur suggérer des choses. Donc, le grand but, en fait, là où on est le plus heureux quelque part, c'est quand il rejoint nos actions du quotidien, c'est-à-dire quand on trouve de la congruence entre ce à quoi on aspire réellement, ce à quoi on aspire, et puis nos actions du quotidien. Et en fait, c'est cette mise en congruence progressive qui va apporter du bonheur. Donc le grand but, il peut se retrouver dans un geste très simple du quotidien parce qu'on va se retrouver en harmonie avec nos grands idéaux, petit à petit. Voilà. Alors Béatrice aussi, au sujet des personnages de fiction, je pense que c'est François Josse qui avait travaillé sur les séries et de quoi les séries sont-elles le symptôme. Et il explique qu'en fait, il y a une évolution comme ça dans les personnages de fiction. On n'est plus avec un seul héros, mais qu'on a toute une... on a un commissariat, on a toute une équipe où on a au moins un homme, une femme. Et c'est peut-être le fait ils ont tous, du coup, des problématiques différentes, des personnalités différentes. Et donc, ça peut être aussi un moyen d'illustrer ce que tu dis, qu'on a tous une manière d'aborder la chose selon notre passé, nos envies, notre personnalité, etc. Et les personnages sont comme ça, peut-être un moyen aussi de pouvoir proposer différentes solutions, personnalités, tu vois, ils vivent les choses différemment. On passe la parole à Eric et à Cécile pour répondre à la question de Béatrice sur le grand but. Alors, moi, c'est la formulation de le grand but. Ça me heurte un peu. Je pense qu'il y a... C'est bien. Si on parle du grand but, j'ose pas le formuler. Mais les grands buts, à mon avis, dès qu'on raisonne de façon unique, forcément on exclut des possibilités. Je pense qu'il y a plusieurs buts, mais effectivement la notion de relier les mondes, de relier les gens et de recréer du collectif face à une situation qui demande une réaction collective, je pense que ça peut être un but. À mon avis, il y a plusieurs échelles de buts, des grands buts, et puis des buts, effectivement, et pour parvenir à ces grands buts, de recréer du collectif et de changer nos pratiques au niveau collectif, etc. Et comment reporter attention au monde de façon collective pour que, s'il n'y a pas de collectif, en fait, même si on fait des petites choses, à un moment donné, il faudra bien que le mouvement soit collectif. C'est de la somme des petites choses qui vont ramener vers ce grand but de changer effectivement notre rapport au monde. Oui, c'est un but honorable. Voilà. C'est une vaste question. Voilà, oui, mais après, effectivement, c'est pas facile. Il faut sans doute changer de système, un système qui nous divise et nous atomise pour revenir à un système plus
qui fasse plus de place à des actions collectives. Voilà. Oui, puis tu sais, c'est aussi une notion qu'avait mobilisé Béatrice Jalanquez-Vigourou dans sa thèse. Et c'est vrai que là, c'est votre interprétation de ce que peut être un grand but. Après, effectivement, c'est une catégorie, comme le soulève Andrea dans le chat, hein, c'est une catégorie d'analyse postmoderniste qui a été soulevée et développée par Lyotard, plus qu'une notion empirique, et auquel cas, c'est vrai que les individus ayant un grand but ont une cause et la défendent, etc. Alors que là, ce qu'on entrevoit, c'est qu'il y aura plein de causes pour lesquelles on peut se mobiliser à partir du moment où on fait en collectif aujourd'hui. C'est ce que nous montre la fiction, beaucoup. Et c'est pas, enfin voilà, ça n'a pas un objectif religieux comme on pourrait l'entendre aussi, quoi, derrière ce fait-là, bien entendu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, là, on a eu la réaction dans le chat. D'ailleurs, on nous rappelle également qu'il va nous falloir clôturer cette table ronde, parce qu'on devait arrêter à 8h30, et qu'on reprend, nous, demain, et que vous êtes tous invités à nous rejoindre à 9h, avec une conférence plénière avec, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Vas-y, Andrea. Vas-y, Andrea, parce qu'on ne t'a pas entendu. Kjersti Flottum, c'est une professeure de l'Université de Bergen, probablement la spécialiste plus importante au niveau mondial d'analyse linguistique des thèmes liés au changement climatique, donc du point de vue linguistique, et qui parlera de la dimension narrative. Je peux lire le titre, excusez-moi, je n'étais pas sur la bonne page, je descends. Il y a héros et héros, la construction des rôles narratifs dans quelques genres du discours portant sur le changement climatique. Voilà, donc, et puis, il y aura les présentations des chercheurs. Donc, il y aura et une nouvelle table ronde dans l'après-midi. Donc, j'espère que tout cela pourra vous intéresser et être utile. Merci beaucoup, Andrea. Donc, nous, avec Fred, on remercie très chaleureusement Morgane, Magali, Hélène, Eric et Cécile pour la participation à cette table ronde qu'on voulait originale et qui sont beaucoup du fait de la prochaine soutenance de thèse de Fred. Qui va justement parler du rôle de la fiction dans la transition écologique. Et on vous invite donc tous demain à nous retrouver à 9h pour entendre justement ces spécialistes qui va nous parler des héros, mais selon ses recherches et tout un tas d'éléments qui vont être nouveaux et très intéressants aussi pour des chercheurs, aussi pour des spécialistes et des professionnels dans le milieu de la communication et pour le groupe de recherche auquel on appartient déjà. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. On vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Bonsoir.